Alors, on est ensemble pour 1 heure. On va tâcher de terminer à 14h30. J'ai avec moi Sarah. Bonjour. Comme ce matin et comme vendredi matin, c'est nous deux qui animons ce webinaire. Et avant de rentrer dans le vif de notre sujet qui est l'art de minimiser le travail inutile, je vous propose de vous partager juste quelques mots sur notre structure pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, on est la SCOP Semaoui. On existe depuis 12 ans et on est 7 associés salariés. On est basé à Grenoble. Et en fait, notre métier, c'est d'accompagner toutes les formes d'organisation, que ce soit des entreprises, des institutions, des associations, sur les sujets de la gouvernance, de la gestion de projet. Et il y a toute une partie aussi sur les relations d'équipe. Et on accompagne, que ce soit en faisant de la formation ou ce qu'on appelle de la supervision. Voilà pour vous résumer de manière très synthétique ce qu'on fait. Sarah, est-ce que tu veux nous démarrer le sujet? Je crois que tu avais des choses à nous dire sur le manifeste agile notamment. Complètement. Juste avant de commencer, je voulais vous indiquer un peu le format, la manière dont on va animer ce webinaire. L'idée, c'est que Juliette et moi, on échange plutôt sur un mode de discussion autour des 4 grandes briques qu'on aimerait passer un peu en revue avec vous pour justement travailler son écologie interne et vraiment l'idée de minimiser tout ce qui peut être inutile dans votre quotidien professionnel. Et donc, vous pouvez, enfin, mon invitation, c'est que vous posiez des questions vraiment tout au long dès que quelque chose vous vient et que vous voulez en savoir un petit peu plus. Comme ça, on essaiera de les prendre le plus possible le long des 4 chapitres qu'on va jalonner. Je vais vous les donner pour vous guider un petit peu. On va d'abord s'intéresser à ce que ça veut dire que minimiser la simplicité, voilà, ce principe de minimiser tout ce qui est inutile. Donc, on ira explorer un outil qui nous provient de l'agilité, qui s'appelle la rétrospective. Ensuite, on s'intéressera à une méthode d'organisation personnelle qui s'appelle Getting Things Done. C'est Juliette qui vous en parlera un petit peu plus. Ensuite, on s'intéressera aux réunions sans ordre du jour et sans compte-rendu, c'est possible. Et on terminera sur une organisation avec 0 mail interne. Voilà pour le programme de nos réjouissances. Donc pour commencer, on a voulu proposer ce sujet vraiment autour de minimiser le travail inutile et vraiment s'économiser au travail pour simplifier la vie. Parce qu'on se rend compte dans plein d'organisations qu'on accompagne qu'il y a un peu des tâches, des choses récurrentes qu'on fait dans notre quotidien pour lesquelles on ne perçoit pas la valeur, pour lesquelles les autres ne la perçoivent pas non plus, mais on continue quand même à les faire parce qu'on a toujours fait comme ça et que ça a l'air de très bien convenir à tout le monde. Bon, en fait, je pense que vous pouvez mettre votre énergie ailleurs et que l'organisation en sera que grandie. Et donc, cette idée de la simplicité, on la retrouve dans le manifeste agile. Manifeste agile, qu'est-ce que c'est? C'est 4 valeurs et 12 principes qui ont été mis en avant par une clique de plutôt développeurs pour développer l'agilité autour de principes fondateurs. Ça se décline sous le principe, donc ces valeurs d'heuristique. Pour vous en donner quelques-unes, je l'ai sous les yeux. On pourrait, dans une des premières valeurs, c'est les individus et leurs interactions, plus que les processus et les outils, dans cette idée de privilégier les interactions entre les humains avant d'aller vers de la mécanique. Ce qui veut dire qu'on reconnaît aussi de la valeur aux processus et aux outils, mais dans la mesure du possible, on va essayer toujours de privilégier les individus et leurs interactions. Donc, il y a 4 valeurs comme celle-ci. Les suivantes sont par exemple les logiciels opérationnels plus que des documentations exhaustives. Donc là, on retrouve bien l'approche développement web. Et encore donc 2 autres, je vais pas vous les lire pour aller directement à l'essentiel. C'est un des 12 autres principes qui s'appelle donc la simplicité. Et ce principe est défini comme tel. La simplicité, c'est-à-dire l'art de minimiser la quantité de travail inutile, est essentielle. La simplicité, c'est-à-dire l'art de minimiser la quantité de travail inutile, est essentielle. Et j'ai vraiment envie de vous donner cette matière-là pour nourrir vos propres réflexions aujourd'hui. Ça pourrait vous apporter de la tranquillité dans votre quotidien.
Si on s'intéresse d'un peu plus près à l'agilité, c'est plutôt une philosophie qui ne nous dit rien de la manière dont on doit s'organiser. En découle de l'agilité des méthodes telles que Scrum, telles que Kanban. Là, on a vraiment des règles qui sont très précises sur la manière dont les collaborateurs dans un projet, dans une équipe, sont invités à s'organiser, à procéder. Et dans l'agilité en tant que telle, il y a un outil qui est notamment appliqué en Scrum, qui est la rétrospective. La rétrospective, c'est une réunion qui est vraiment un temps privilégié dans la vie d'un projet, au bout d'une phase de développement, où on vient faire un arrêt sur image et on regarde dans le rétroviseur. OK, on va aller analyser qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est passé, bien ou mal, et comment est-ce qu'on peut faire mieux pour la suite. Ça, c'est l'état d'esprit de la réunion. Juliette, tu veux peut-être nous dire comment elle se structure en termes de phases de travail? Oui, bien sûr. Il y a 5 grandes phases. Donc, la première, c'est l'ouverture. C'est le moment où les participants ont un temps de connexion entre eux pour démarrer cette rétrospective d'équipe. Après, la première phase de travail commun, c'est ce qu'on appelle la phase de remontée d'informations. Donc, c'est là qu'on va collecter de la donnée sur qu'est-ce qui s'est passé pendant la période précédente écoulée. Vous avez d'ailleurs des sites qui vous proposent des exercices, plein d'exercices. Il existe des dizaines d'exercices pour faire de la remontée d'infos, donc il n'y a pas qu'un seul format possible. La troisième phase, c'est trouver des nouvelles idées en fait, pour améliorer en intelligence collective la façon dont on travaille en équipe. Et la quatrième phase, c'est décider des actions concrètes. Donc l'idée là, c'est vraiment une fois que chacun a eu l'occasion d'exprimer sa créativité en brainstorm, on revient sur une phase de travail plus concrète et plus réaliste et qu'est-ce qu'on déploie dans les semaines qui viennent pour faire en sorte que le travail en équipe se passe mieux et éventuellement, c'est dans ces moments-là qu'on peut vraiment affiner la quantité de travail inutile, regarder de manière très concrète qu'est-ce qu'on fait qui ne sert à personne, qu'est-ce que les autres font qui ne nous servent pas à nous. En fait, ça peut être une occasion vraiment de délaguer toutes ces phases de travail qui ne servent à rien. Et la cinquième phase, c'est vraiment, ça équivaut à une phase qu'on appelle de déclusion, c'est-à-dire qu'on referme la réunion avec un temps de partage à nouveau en groupe sur comment on s'est senti, ou pareil, il y a plein d'exercices différents qui sont proposés. Et l'idée, c'est vraiment de clôturer, de clore ce moment de manière sécurisée pour que l'équipe puisse ensuite passer à autre chose et continuer sa journée. Merci pour l'explication pour le détail. Si je tourne la tête un petit peu de temps en temps, c'est pour regarder s'il n'y a pas des questions qui arrivent en même temps, mais je suis bien avec vous. Ce que j'aime à retenir vraiment de cette réunion qui est assez atypique dans un quotidien de travail, c'est l'idée qu'elle soit très centrée sur des axes de progression. Pour moi, mettre en place des rétrospectives, c'est vraiment un moyen de chercher à entrer dans un processus d'amélioration continue et de limiter, d'éviter tout ce qui ne marche pas et plutôt de se tourner vers l'avenir et de voir qu'est-ce qu'on peut faire différemment et d'essayer. On retrouve vraiment dans l'agilité cette culture du test, de l'expérimentation et dans l'idée de savoir que on apprend en faisant. Et c'est ce qui permet de l'agilité au sens propre de la mise en mouvement, en fait, d'avoir de la souplesse pour essayer de nouvelles choses et continuer à marcher. Et ça me paraît assez intéressant pour plutôt privilégier le faire plutôt que établir des procédures et des processus pour sécuriser une éventuelle source de danger extérieur. Voilà, vraiment l'idée de se tenir à ce qu'on vit et à ce qu'on peut faire pour améliorer une pratique, plutôt qu'envisager tous les cas possibles. Évidemment, on est dans un environnement très mouvant, dans lequel il est de plus en plus difficile de prévoir, mais il ne faut pas que ce soit un frein pour avancer et continuer de tester des choses. D'ailleurs, il y a un des principes du manifeste qui est intéressant, c'est l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. La rétrospective aide vraiment à répondre à ce principe-là. Et l'idée, c'est vraiment que ensemble, collectivement, on va repenser la façon dont on travaille. Et pour vous dire à quel point, nous, c'est un principe qui nous est utile et qu'on n'a jamais lâché, c'est que je crois que la semaine dernière, on a fait notre 52e rétrospective. Et c'est des rétros qu'on fait toutes les 6 semaines.
Donc, ça veut dire que ça fait à peu près 6 ans qu'on ne déroge pas à notre rétrospective qui a lieu tous les mois et demi. Et en général, on arrive à tous être là, tous les 7. C'est arrivé peut-être 2 fois dans notre histoire qu'il y ait des absents pour des raisons personnelles ou de santé. Mais c'était la seule raison qui a fait qu'on n'a pas réussi à avoir tout le monde à cette réunion. Pour vous dire à quel point c'est un format qui est, en tout cas pour nous, dans notre organisation, super important. Complètement. Sur la rétrospective, on a une première question qui nous arrive. Comment gérer les différentes temporalités? Une action peut être utile à long terme, mais pas à court terme. J'ai un petit peu de difficulté à imaginer en fait qu'on ne puisse pas voir les premiers effets d'une action qui est mise en place. Ce qui peut être intéressant, ce serait pour une action de long terme de la formuler à la manière d'un résultat à atteindre au lieu d'un verbe d'action. D'un verbe d'action déjà, ouais. Et moi, ce que j'aurais envie de vous inviter à faire, c'est à formuler cette action de très long terme par le premier prochain petit pas visible. Qu'est-ce que personnellement, Juliette, tu vas t'engager à faire pour mettre en place cette action? Et retenons que ça. Une fois que Juliette a dit qu'elle va prendre en main cette action, c'est elle qui reviendra vers nous. Et il est déjà arrivé qu'à la suite d'une rétrospective, il y ait des projets et des actions qui soient donc priorisées, qui fassent autorité autour de la table comme étant les bonnes actions à mettre en place pour la période qui va suivre. Et pourtant, les actions ne sont pas mises en place. Enfin, c'est déjà arrivé que dans les quelques actions qui sortent à la fin d'une rétrospective, tout ne soit pas mis en place. Et bien, c'est pas grave. C'est pas grave parce que si on ne les a pas mises en place, c'est que peut-être qu'on avait plus urgent à faire ou qu'on a trouvé un autre moyen de dépasser la difficulté initiale avec une autre action qui n'aura pas forcément été priorisée en rétrospective. Donc, pour répondre à la question, vraiment, moi, je vous inviterais à raisonner en termes de prochains petits pas pour l'annoncer et que ce soit su des membres de l'équipe qui sont autour de la table et de ne pas vous focaliser si jamais une action n'est pas mise en œuvre. Si ça crée une tension, une difficulté à quelqu'un, il faudra la traiter au moment où cette tension s'exprimera. Donc, on peut avoir différents espaces pour ça. Tout dépend de la culture de l'entreprise et de quel est votre quotidien d'équipe. Mais ce n'est pas forcément un danger, en fait. J'ai juste envie d'ajouter sur la temporalité. En fait, en rétro, on n'a pas d'obligation de ne proposer que des actions qui seront utiles à court terme. Il y a certaines actions qui peuvent être utiles à l'organisation à long terme. Et si le groupe trouve que c'est à la fois une action qui répond à un vrai besoin, qu'elle est réaliste, qu'on c'est possible de la mettre en place parce qu'elle ne coûte pas trop cher en temps humain ou en ressources financières, par exemple, libre à l'équipe de la mettre en place, qu'elle ait une répercussion à court terme ou à long terme. En fait, c'est ceux qui sont là et qui finalement décident de ce qui est utile pour leur équipe. Donc, il n'y a pas de... Si vous voulez, il n'y a pas de priorisation. S'il y a une action à court terme qui est hyper importante, on va s'en occuper. Et si c'est une action à long terme qui est tout aussi importante, on peut aussi décider de s'en occuper dès la fin de la rétrospective. Donc, il n'y a pas l'agilité ne donne pas de consignes sur ce sujet-là. Merci Juliette. On a une autre question de la part de Séverine qui voudrait savoir combien de temps est-ce qu'il faut prendre pour une rétrospective? Alors, ça dépend des équipes. Nous, dans notre histoire, ce qu'on a constaté, c'est qu'au début, avoir un créneau de 2 heures, c'est intéressant parce que comme c'est un format qui est assez timé et qui demande quelqu'un pour faciliter, quand on n'a pas l'habitude, 2 heures, c'est vraiment un temps minimum qu'il faut, notamment pour les prises de parole. Au début, on a tendance à avoir peut-être du mal à être dans la concision et à avoir envie de rajouter des informations supplémentaires, donc ça prend un peu plus de temps. Et avec le temps qui passe, on a réduit notre format, donc on l'a réduit jusqu'à 1h30, sachant qu'on est 7, et que nous, on l'applique vraiment à l'échelle de notre organisation, même pas forcément que sur un projet, mais toute l'organisation. Donc on l'a réduit jusqu'à 1h30, et là, ça fait quelques temps qu'on l'a rallongé un petit peu, qu'on est repassé à 1h45, parce qu'on avait envie d'avoir un peu plus de temps pour s'occuper de nous, donc ça nous semblait plus approprié. En tout cas, il y a un des principes fondamentaux pour qu'une rétrospective reste agréable et qu'on continue à avoir envie d'y aller, c'est qu'elle commence à l'heure et qu'elle termine à l'heure. Ça, c'est hyper important. Et il y a une deuxième règle, c'est la loi des 2 pieds. Si je ne me sens pas utile
dans la rétrospective que je n'y apprends rien et que je ne suis pas en train de contribuer, si je le souhaite, je suis libre de partir. Nous, ça ne nous est jamais arrivé parce que en fait, c'est un moment qui est tellement important pour l'équipe que même si on n'est pas en train de contribuer ou d'apprendre quelque chose au sens pédagogique du terme, on apprend quand même des autres en observant leur contribution. Voilà. Ouais, merci Juliette. Pareil, encore sur le calibrage des rétrospectives, jusqu'à combien de personnes ça marche une rétrospective efficace? Je veux dire, qui respecte vraiment les règles du jeu et qui tient dans ce que tu as annoncé comme étant 2 heures, 1h30, 2 heures? Alors 1h30, c'est plutôt des petites équipes, je dirais en dessous de 8. 2 heures, c'est plutôt pour des équipes qui peuvent aller jusqu'à 12. Nous, on a fait des rétrospectives jusqu'à 14 personnes et à 14, ça devient sportif. C'est à mon sens un chiffre un peu trop gros. Jusqu'à 12, ça va à peu près. Ok, merci. On a un retour d'expérience un peu détaillé qui nous partage du coup mon expérience des rétros est mitigée. Le fait de voter, donc c'est la dernière phase, que la position du plus grand nombre, donc les développeurs, est retenue, et pourtant le choix retenu n'est pas forcément le plus pertinent. Exemple, les développeurs, un marketing, un UX. Idem pour les déséquilibres d'expression, ne vaudrait-il pas mieux fonctionner par consentement, c'est-à-dire ne pas avoir d'objection majeure? Oui, c'est une remarque super intéressante. Nous, avec le temps, on a, bon, vous le savez, pour certains d'entre vous le savent peut-être, nous, on fonctionne en holacratie, donc on a vraiment une culture de la décision intégrative et de l'utilisation des objections. S'il y a des décisions majeures qui sont prises en rétrospective, on est capable, à la demande, de les faire passer en décision intégrative, donc en utilisant le principe des objections. Et c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on a éjecté le vote pour décider à plusieurs, parce que ça ne nous semblait pas du tout, notamment prendre en compte les minorités ou alors ouvrir un espace de discussion sur les possibles bonifications qu'on peut apporter à une action. Donc c'est vrai que c'est un format que nous, on a adapté, on a réétudié un peu, et je suis assez d'accord avec vous quand vous dites que dans une équipe où il y a une majorité de profils techniques qui ont la même vision du monde et une minorité de profils plus marketing ou gestionnaires qui ont une autre vision du monde, ça peut, si vous utilisez le vote, ne pas mettre à l'avantage des minorités. Donc c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Ça peut permettre de décider plus vite, mais peut-être pas en tenant compte des avis de tout le monde. Et sur les temps d'expression et qui s'exprime, je mettrais vraiment au centre de tout ça la place du facilitateur qui est vraiment là pour garantir le cadre sécurisé et s'assurer d'une répartition équitable de la parole. Pour ceux qui, on l'a peut-être pas mentionné jusqu'à présent, mais c'est une réunion qui est facilitée. Un des participants peut être le facilitateur, auquel cas il faudra qu'il soit très habile et souple dans sa gestion de casquette pour différencier son expression en tant que participant et son expression comme facilitateur. Dans un premier temps, vraiment, ma recommandation, c'est de n'être que facilitateur au service du groupe et de ce qui est en train de se passer et ne pas être engagé. Un bon moyen, ça peut être de commencer par faciliter des rétrospectives de projets pour des projets dans lesquels vous n'êtes pas impliqué ou au service d'une autre équipe de votre organisation. Voilà pour la rétro. Je vois qu'on a encore des questions à ce sujet. Comment décider, encore une fois, Juliette, comment faites-vous pour décider de manière objective en pondérant les votes? Point d'interrogation, encore une fois, sur ce... Alors, je ne vais pas avoir le temps de répondre en détail à cette question, je suis désolée, parce que ça, c'est un sujet qu'on traite dans un autre webinaire. Comme je le disais, en fait, en holacratie, il y a un principe, c'est la décision intégrative. On utilise un système d'objection et c'est quelque chose d'assez codifié où on a plusieurs phases où les membres de la réunion ont l'occasion de poser des questions pour bien comprendre, de donner leur avis, de proposer des bonifications et éventuellement de poser des objections s'ils considèrent que l'action qui va être mise en place pourrait mettre en danger l'organisation. Et une fois qu'on a l'habitude de pratiquer ce genre de prise de décision, ça va beaucoup plus vite parce que ça permet vraiment de mettre de côté les préférences personnelles ou les craintes qui relèvent de l'anticipation au service plutôt d'une objection qui, elle, est plutôt centrée sur est-ce qu'on fait courir un danger réel à l'organisation si on décide de mettre en place cette action, ce qui est quand même très différent. Voilà. Ce matin, on a fait un webinaire sur la gouvernance partagée et Hola Spirit qui sera disponible en replay. Si vous avez envie d'aller le voir, on donne des clés là-dessus
On parle un peu plus en détail de la décision intégrative. Ça pourrait vous renseigner. Et je pense qu'on a fait un webinaire déjà dédié uniquement à la question de la décision intégrative. Je pourrais vous mettre les liens dans un email qui vous sera destiné avec un petit peu quelques ressources clés à aller voir, des articles, des webis. On a un peu de doc là-dessus. Joachim nous demande est-ce que les rétros fonctionnent en mode remote? Et là-dessus, la réponse est oui. Très clairement, évidemment, ça nécessite de concevoir un déroulé d'animation, sachant que la rétro se fera en visio. Et c'est plus difficile de chercher à adapter un déroulé à la visio. Donc, moi, je vous invite vraiment à concevoir votre déroulé, sachant que ça se fera en distanciel et avec un outil comme Padlet ou pour ceux qui aiment un peu plus les choses, je dirais habillées, Klaxoon fonctionne bien aussi, tout comme Miro. L'idée, c'est vraiment de toujours penser l'outil au service du groupe plus que comme un gadget. Vraiment, centrez-vous sur l'usage et ce que vous cherchez à faire aux participants. Le temps file. Je vous propose qu'on avance de la rétrospective pour aller vers GTD. Juliette, peut-être que tu peux nous poser un petit peu le sujet. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est Getting Things Done? C'est un principe qui est assez proche de l'agilité qui a été développé par David Allen. Il y a plein de bouquins sur ce sujet. Si vous tapez Getting Things Done, vous allez trouver des trésors sur le web. Je vous laisserai chercher ça. Et en fait, il a théorisé un système d'organisation individuelle. Donc là, on vous a parlé plutôt de la rétro d'équipe comme un format d'intelligence collective où on s'occupe du collectif. Et Getting Things Done, c'est beaucoup plus individuel comme approche. Et ça permet vraiment de faire le ménage dans toutes les informations entrantes qu'on reçoit. Je te demanderai de partager une petite image quand tu pourras, Sarah. Oui, l'idée, le principe de base, c'est que vous avez ce qu'on appelle une boîte de réception. Une boîte de réception, c'est toutes les zones dans lesquelles vous allez recevoir des messages entrants. Parfois, on en a plusieurs, même souvent. On peut avoir sa boîte mail, qui est une boîte de réception, mais on peut aussi avoir toutes les demandes qu'on reçoit de manière informelle à la pause café, c'est une boîte de réception. Ou alors, toutes les demandes qu'on reçoit en croisant un collègue dans un couloir, ou toutes les demandes qu'on reçoit à la sortie d'une réunion, tout ça, ce sont des boîtes de réception. Et on a des messages entrants qui nous arrivent, qui nous sont destinés, plus ou moins. L'idée, si tu veux... Tu peux y aller. Ouais, tu peux y aller. Super. L'idée, c'est d'aller regarder en fait cette boîte d'entrée là. Qu'est-ce que vous recevez comme type de message? De quoi s'agit-il? La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a une action qui est attendue que je dois faire moi en tant qu'individu? La première réponse, non. Moi, j'ai rien à faire. Donc, soit vous n'avez rien à faire, c'est à jeter au sens où vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Vous avez eu l'info, très bien. Vous n'en faites rien. Soit c'est non, vous n'avez pas une action à faire tout de suite, mais peut-être qu'un jour vous aurez envie d'y revenir et que ça sera un sujet qui deviendra prioritaire dans votre pipe et dans ce cas-là vous la mettez de côté. Ou alors si vous avez envie de garder une trace de cette information parce que dans un projet vous avez besoin de garder une trace, vous la mettez de côté, vous la conservez. Donc ça c'est vraiment la première phase à identifier. Je reçois une information, est-ce que moi en tant qu'individu j'ai quelque chose à faire? Non, vous avez ces 3 options-là. La deuxième phase, c'est oui, j'ai quelque chose à faire, je viens de recevoir cette information. Et la première question à vous poser, c'est quoi la première action que moi, je dois exécuter? Et là, vous avez plusieurs options. Si c'est un projet à étapes multiples, c'est-à-dire, c'est pas juste une simple action, c'est vous avez quelque chose à faire et il y a toute une série d'actions que vous devez mener pour pouvoir atteindre cet objectif. Vous pouvez la planifier. La mettre dans votre agenda, vous caler un temps pour y réfléchir de manière plus posée, faire une réunion de projet avec qui vous voulez, mais en tout cas, vous pouvez planifier. La deuxième option, c'est si cette action me demande moins de 2 minutes, si tu peux descendre un petit peu. Hop là. Si la réponse est oui, la théorie de David Allen dit vous feriez mieux de le faire tout de suite. Si cette action-là qu'on vous demande de faire, ça vous prend moins de 2 minutes, libérez votre temps de cerveau disponible, faites-le tout de suite parce que ça prend que 2 minutes et 2 minutes, c'est rien. Ça, c'est vraiment le principe fort de cette théorie-là. Par contre, si ça demande un peu plus de temps et que ça n'est pas l'objet d'un projet que vous avez à charge, vous pouvez soit le déléguer,
soit reporter l'action en question qui vous est demandée dans le message que vous venez de recevoir. Si vous devez le déléguer, ça veut dire que vous confiez la mission à quelqu'un et vous attendez que cette personne l'exécute. Par contre, si vous devez la reporter, ça veut dire que vous la planifiez dans votre calendrier, donc vous êtes déjà capable de donner une date, de déterminer une date à laquelle vous allez faire cette action. Dans ce cas-là, tant mieux. Sinon, si vous la reportez, vous choisissez de consacrer un temps pour lister toutes les premières actions que vous allez devoir exécuter dès que vous pourrez et qui feront l'objet du démarrage du projet en question. Donc ça, c'est vraiment le raisonnement de base de GTD. Ça paraît vraiment, quand on vous dit ça, moi la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, mais en fait, cette personne enfonce des portes ouvertes. Mais quand on y prête une attention vraiment, quand on se prête à l'exercice de qu'est-ce qu'on a reçu, c'est hyper intéressant de se prêter à l'exercice, notamment pour distinguer la première phase, la différence entre le oui et le non, où souvent, ça nous arrive de recevoir un mail, par exemple, dont on est en copie, et en fait, on ne sait pas tellement ce qu'on attend de nous. Et en fait, pour que ce système marche, ça veut dire qu'il faut vraiment que toute l'équipe s'y mette et qu'il y ait une avancée dans la culture de la demande explicite. C'est-à-dire, si je mets quelqu'un en copie d'un mail, mais que je n'ai rien demandé à cette personne et que je ne suis pas claire sur ce dont j'ai besoin, GTD, la réponse que dit GTD à ça, c'est en fait, ça ne me concerne pas, je le jette parce qu'on ne m'a rien demandé. J'ai juste été en copie d'un mail, ok, j'ai reçu l'info, mais j'ai rien à faire avec. Et en fait, ces deux fonctionnements, GTD et cette culture de la demande explicite, fonctionnent super bien ensemble si tout le monde s'y met, parce que s'il y a un trou dans la raquette et qu'il y a des gens qui ne le font pas, forcément, il y a des attentes non explicitées comme tu étais en copie, tu es censé être au courant, ou alors tu étais en copie, tu aurais dû me répondre. En fait, tout ça, ce sont des choses qui sont des attentes qui sont implicites et qu'on n'a pas l'occasion de verbaliser. Si tout le monde se met à faire du GTD, en fait, tout le monde a cette conscience-là de, dès l'entrée de ma boîte de réception, je trie oui, non, non, est-ce que je conserve, est-ce que je m'en occupe pas, et oui, qu'est-ce que je fais pour déployer la mission que j'ai à faire. En tout cas, moi, je l'utilise au quotidien et ça m'apporte vraiment un gain de temps énorme dans ce qu'on appelle quelque part, c'est une expression qui revient souvent, la charge mentale. On parle souvent de la charge mentale pour les femmes au foyer. Là, je vous parle de la charge mentale pour tout travailleur, pour toute personne qui a des choses à faire. GTD permet vraiment ce truc-là, ce truc de trier en fait et de libérer son cerveau des informations dont on n'a pas besoin. Parce qu'il y a plein d'informations, en vrai, on n'en a pas besoin et on travaillerait tout aussi bien si on ne s'en occupait pas. Voilà pour moi. J'ai essayé de faire rapide pour respecter le temps. C'est bien speed. J'espère que s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, on peut y aller. On commence avec une première question de Stéphane. N'y a-t-il pas un risque de faire toutes les petites actions tout de suite au risque d'y passer beaucoup de temps au final? Alors ouais, c'est une super question. Là, en fait, l'idée, c'est qu'on parle d'une action. Évidemment, si vous vous posez 10 minutes, que vous regardez vos mails et que vous avez reçu 5 mails et que dans chaque mail, il y a une petite action à faire, mais que vous n'avez pas le temps de passer 2 minutes par petite action, évidemment, je vous invite à ne pas passer ce temps-là à ce moment-là. Ça veut dire que vous n'êtes pas disponible. Là, on raisonne en action unique, c'est-à-dire j'ai reçu une information. Si la seule action que j'ai à faire, elle me prend moins de 2 minutes, je la fais tout de suite. Si vous avez reçu 5 informations avec chacune une action de moins de 2 minutes, ça mérite une planification pour que vous puissiez vous en occuper de manière tranquille et à un moment qui est surtout adapté dans votre agenda. Donc l'idée, c'est vraiment, c'est pas de prendre à la chaîne toutes les petites actions au risque de ne pas faire ce que vous aviez à faire. C'est juste, il y a des fois où, au lieu de planifier dans son agenda, de penser à s'occuper de telles micro-actions, en fait, vous l'auriez fait. Si vous l'aviez fait directement, ça vous aurait coûté le même temps. Et vous ne seriez pas en train de reporter la chose en question. Merci Juliette. Une autre question assez spécifique. Je travaille avec des soignants qui peuvent passer leur journée à faire des tâches qui prennent 2 minutes, mais qui peuvent durer 5 à 10 minutes, car il y a toujours des imprévus. Un commentaire peut-être? Parce qu'il n'y a pas vraiment de question dans la question. L'idée d'enchaîner des petites actions, mais qui avec des imprévus peuvent durer plus longtemps que la petite tâche qui devait en faire 2 en fait 10. Ça fait partie des aléas. Après, normalement, j'ai envie de dire, en fait, quand l'idée de Getting Things Done, c'est pas de dire que vous êtes capable forcément d'anticiper
tout le temps que va vous durer chaque action. On n'est pas des robots, évidemment qu'il y a des imprévus, mais il y a des actions quand même qui sont faciles des fois à identifier. Par exemple, une action, c'est, je ne sais pas, est-ce que tu peux demander à ton contact s'il est disponible lundi à 15 heures? Cette action-là, vous savez que mécaniquement, ça va vous prendre 2 minutes de faire un mail à votre contact et de demander est-ce que tu es disponible lundi 17 à 15 heures, et ça ne prend pas plus de temps que ça. C'est surtout ça l'idée de GTD. Après, l'idée, c'est pas de dire j'avais l'impression que cette tâche-là prendrait 2 minutes et en fait, ça prend plus de temps. À partir du moment où il y a un autre acteur dans la tâche, potentiellement, ça va durer plus de 10 minutes. Donc, c'est peut-être pas le moment adéquat pour s'en occuper. Mais si c'est quelque chose que vous avez à faire, vous, tout seul de votre côté, et que vous savez très bien que ça va vous prendre que 2 minutes, je sais pas, scanner un document, faire une demande de rendez-vous par mail, ça, vous avez bien conscience que ça vous prend que 2 minutes. Si vous êtes capable de le faire tout de suite, c'est mieux de le faire tout de suite. C'est ça l'idée. Merci Juliette. Je fais un petit ajout là-dessus aussi parce que évidemment pour faire du GTD au quotidien, c'est beaucoup plus facile de vous faire aider par des logiciels qui sont prévus pour ça. Et on peut avoir du coup un système de tag, d'étiquetage qui vous permet de gagner du temps vraiment sur la manière de traiter la priorité de ces différentes tâches. Et ça peut être vraiment facilitant d'avoir... quand on a un trou dans la journée, de traiter toutes ces petites actions qu'on n'a pas eu le temps de faire parce qu'on était très concentrés en un seul moment où on aura 20 minutes de petites tâches qui prennent moins de 2 minutes. Et franchement, là, on peut être super efficace pour en envoyer plein dans une plage de temps qui est assez courte. Une autre question de Audrey. Donc, je vais rafficher en même temps le petit... voilà, le petit graphique pour que tout le monde l'ait bien en tête. Donc, la question d'Audrey est la suivante. Quelle différence entre le projet à étapes multiples qui mène à la planification et le calendrier ou les premières actions à mener après la réponse non dès les 2 minutes? Ok. En fait, c'est un peu la même chose, c'est juste que c'est décalé dans le temps. C'est-à-dire, si vous recevez une information et que vous êtes disponible là, au moment précis, pour planifier ce projet à étapes multiples, eh ben, vous pouvez commencer par ça directement, si vous avez du temps associé à cette idée-là tout de suite. Par contre, si vous avez moins de 2 minutes devant vous, oui, c'est ça, moins de 2 minutes devant vous, mais que vous savez que ce projet va vous demander de planifier, ben, mécaniquement, vous allez la reporter. En fait, ces 2 options, c'est vraiment pour coller à la réalité des personnes qui sont devant leur boîte de réception. Soit vous avez moins de 2 minutes tout de suite et vous pouvez faire quelque chose dès maintenant, soit vous avez plus de 2 minutes et vous avez 2 options quand vous avez plus de 2 minutes, c'est planifier ou alors reporter la planification. Voilà. Je ne sais pas s'il y a plus de choses à dire que ça sur ce sujet-là. L'idée, c'est vraiment de vous aider à faire le tri. En fait, si vous n'êtes pas disponible tout de suite pour planifier dès à présent toutes les actions que vous allez devoir mettre en place, vous pouvez commencer par planifier la première étape qui est de prendre un temps pour planifier. Ça paraît un peu bizarre comme ça, mais au moins, si vous avez déjà sanctuarisé ce temps dans votre agenda, votre esprit est tranquille. Vous savez que demain, vous avez 1 heure pour vous occuper de planifier tout le projet et c'est encodé dans votre agenda, vous ne pourrez pas l'oublier. L'idée, c'est vraiment de ranger au bon endroit toutes les informations que vous recevez pour qu'elles arrêtent de vous embêter après en backup dans votre tête en vous disant « Ah oui, c'est vrai, j'ai reçu un mail d'un tel, demain, il faudrait que je prenne 1 heure pour planifier. » À partir du moment où c'est mis dans votre agenda, normalement, c'est sécurisé, vous savez que vous avez 1 heure, vous allez le faire. Donc, c'est une façon de se soulager aussi du temps de cerveau inutilement consommé. Merci Juliette. Une autre question de la part de Joachim, la multiplication des canaux de communication, mail, Skype, Slack, ce que tu disais comme les boîtes, ce que tu avais identifié comme les boîtes de réception, ne rend-il pas cette gestion immédiate impossible? Merci Joachim pour cette question. J'imagine que oui, hein, parfois c'est possible, surtout si vous avez des métiers où vous recevez énormément de sollicitations via différents canaux. Déjà, un des principes de base de GTD que décrit David Allen dans son livre, c'est que au-delà de 3 boîtes de réception différentes, déjà, ça veut dire que vous avez trop de sollicitations. Donc, ce qu'il invite à faire les personnes qui ont vraiment envie d'appliquer cette méthode, c'est de faire du ménage dans les diverses boîtes de réception qu'on a et d'être assez clair sur, par exemple, un exemple que je donnais tout à l'heure, une des boîtes de réception, ça peut être toutes les infos qu'on vous demande, toutes les demandes qu'on vous fait à la pause café.
une des façons de fermer cette boîte de réception, c'est juste de dire à vos collègues, en fait, quand on est en pause café, moi, j'ai vraiment besoin que ce soit une vraie pause, par exemple. Et si vous avez besoin de me faire des demandes pour faire quelque chose, passez-moi un coup de fil, envoyez-moi un mail, ou enfin, donnez une autre option, un autre chemin, et qui correspond à une des boîtes de réception que vous avez décidé d'utiliser pour recevoir vos messages entrants. Si le téléphone, c'est une boîte de réception qui vous va bien, vous pouvez demander à passer un coup de fil. Si passez toquer dans votre bureau et que vous avez un panneau où les gens peuvent coller des post-it sur les actions qu'ils attendent de vous, c'est une boîte de réception qui vous convient, pourquoi pas. Libre à chacun de déterminer les 3 boîtes de réception qui lui conviennent. Donc en effet, au-delà d'un certain nombre de zones de messages entrants, évidemment que gérer le principe des 2 minutes, ça devient compliqué. Merci Juliette. Une autre question de la part d'Audrey, quand on est dans un monde plutôt papier, est-ce que tu pourrais nous dire quelle expérience tu as entre la gestion numérique ou papier de ces données entrantes ? Alors, je ne vais pas pouvoir vous témoigner d'une gestion efficace avec le papier et le numérique pour la simple et bonne raison que nous, dans notre organisation à Semaoui, on est vraiment sur du tout numérique et le papier, ça reste vraiment épisodique. Les rares fois où on a des choses à faire sur le papier, c'est parce qu'on l'a décidé à l'issue d'une rétro et que je repars avec mon petit post-it qui, de toute façon, va être encodé directement dans mon logiciel qui me sert à faire ma suivi de projet. Donc ça ne reste pas très longtemps au statut papier, ça passe très vite en statut numérique. Et on y viendra tout à l'heure, on utilise beaucoup Slack, qui est notre outil d'échange et qui a remplacé nos mails. Donc en fait, la cohabitation du papier et du numérique, ce n'est pas quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté dans ma vie. Donc malheureusement, sur ce sujet-là, je ne sais pas si tu as des choses à témoigner, Sarah, de ton côté. Mais... Non, pareil, le papier n'était pas très présent. Si ce n'est qu'aujourd'hui, des choses que je me serais peut-être notées comme des tâches à faire sur un post-it ou une tâche journalière que je note dans ma journée, ah tiens, il faudrait que je fasse ça. En fait, maintenant, l'habitude, elle est en train de se prendre pour être basculée sur comme une entrée dans ma boîte de réception GTD, quoi. Donc là-dessus, il existe vraiment beaucoup d'outils numériques pour faire du GTD en numérique et je pense vraiment que c'est la manière la plus efficace de le faire. Voilà, on nous disait que certains avaient adopté une partie de GTD en le faisant sur papier. Ouais, mais en fait, si vous commencez directement sur numérique, vous allez gagner du temps. Et puis, il y a vraiment des fonctionnalités qui vous font gagner du temps et dans cette idée toujours d'externaliser des choses que votre cerveau n'est pas fait pour retenir, n'est pas fait pour faire. L'exemple que nous avait donné un de nos associés, c'était vous avez besoin d'acheter des ampoules, vous n'allez pas y penser quand vous faites votre liste de courses. Par contre, quand vous revenez du magasin et que vous rentrez chez vous et que vous allumez le placard, et là vous vous rendez compte que vous auriez dû acheter des ampoules. Donc vraiment l'idée de ranger chaque chose à un endroit pour que vous n'ayez plus à y penser. Je termine juste sur ce sujet en vous donnant quelques références. GTD va avec des logiciels individuels de gestion de tâches. Il y en a plusieurs qui existent sur le marché. Pour ceux qui fonctionnent sous Macintosh, il y a un logiciel qui s'appelle OmniFocus, qui peut être qui est vraiment adapté au Macintosh. Et pour les autres, il y a 2 autres logiciels, et moi celui que j'utilise, il s'appelle Todoist. Todoist. Et en fait, c'est un système de liste et de gestion de tâches chronologiques ou non, avec des tags par priorité. Et en fait, ça permet vraiment quand je dis encoder, c'est-à-dire de rentrer toutes les informations qu'on reçoit dans les boîtes de réception. Et ce logiciel-là peut être super utile quand vous avez des données entrantes papier, c'est-à-dire des gens qui vous laissent des mots ou un dossier papier qui arrive sur votre bureau. Vous pouvez vous mettre un rappel dans votre logiciel pour vous occuper de ce sujet-là qui vient d'entrer dans une de vos boîtes de réception, qui est par exemple votre bannette papier sur votre bureau. On peut imaginer ce genre d'association numérique physique. Voilà pour ce sujet. On pourra en parler assez longtemps, mais j'aimerais bien qu'on aborde encore une thématique qui nous est assez chère pour, encore une fois, minimiser du temps inutile, du temps, des tâches qu'on consacre sur des choses qui ont peu de valeur. En fait, vraiment, mon idée, c'est pas de nous positionner en contre de choses qui se font. Elles ont certainement de la valeur, mais
sur une échelle, on va essayer de garder ceux sur lesquels vous êtes le plus irremplaçable, ceux sur lesquels vous êtes le seul, la seule à avoir une compétence spécifique qui crée de la valeur pour l'organisation, pour l'équipe. Et du coup, j'aimerais vraiment vous parler de comment est-ce qu'on est passé et comment est-ce qu'on a accompagné d'autres équipes à passer à 0 mail en interne. Oui. Yes. Un sujet qui nous tient à cœur. Vraiment. Moi, je suis en empathie totale et assez touchée lorsque des professionnels me disent qu'ils passent du temps à classer leurs mails. Bah voilà, je pense fort à vous, mais je suis sûre que vous avez du temps à utiliser d'une meilleure manière que ça. Juliette l'a dit tout à l'heure, on est passé à Slack comme outil de communication en interne et les boîtes mail des membres de l'équipe nous servent uniquement à interagir avec nos clients, l'extérieur, nos partenaires, des institutionnels, l'URSSAF ou tout ce qu'on voudra bien qui est en dehors de notre équipe. Ça fait vraiment du bien. Typiquement, ma boîte mail, je la relève quotidiennement avec de la tranquillité et de la réactivité pour pouvoir répondre rapidement à un client, à une demande entrante. Et je sais que tous les échanges que j'aurai avec des membres de l'équipe sur des sujets spécifiques, évidemment, ils seront classés dans Slack. Slack, rapidement, c'est un outil de messagerie instantanée, structuré en canaux de discussion. L'idée vraiment de Slack, c'est cet outil de message et de réponse à un message dans des canaux de sujet. Utiliser Slack, ça ne dit rien de vos pratiques d'équipe. Et c'est pour ça que, sans se satisfaire de l'outil, nous, on a vraiment cherché à développer des pratiques communes qui soient partagées par tous les utilisateurs de Slack au sein de l'entreprise, qui permettent de communiquer de manière efficace sur des sujets précis. Typiquement, tous les clients que nous accompagnons, ils ont une chaîne dans notre Slack et pour chacun de ces projets, on a nos échanges dans ces canaux-là. Ça permet d'éviter évidemment la dispersion qu'il pourrait y avoir si on les avait tous gardés dans une chaîne qui pourrait traiter de tous nos prospects, de tous nos clients entrants. Pareil, une chaîne que je trouve hyper efficace, c'est celle qu'on a dédiée pour le téléphone et tous les appels entrants, les messages qu'on nous laisse, plutôt que d'aller coller un petit post-it sur le bureau de Juliette pour lui dire que Valentine a appelé et qu'elle a un message et que c'est très urgent et qu'il faut la rappeler. Je lui fais tout simplement un message dans la chaîne Slack en le structurant de la manière la plus lisible possible pour elle. C'est-à-dire en mettant le nom du client ou de la personne et de son organisation en gras au-dessus du message. Je rajoute la teneur du message, l'action qui lui est demandée et la manière de le faire en remettant les coordonnées ou un autre moyen de rappeler la personne. Dans notre équipe, ça a une vertu vraiment ça. On a fait ce choix-là parce que on a quand même, nos clients ont une forte attente de réactivité de notre part, sachant qu'on n'est pas une très grosse équipe, on est 7. Et en fait, l'idée, en étant transparent sur les appels reçus via téléphone, c'est qu'il y a certains cas où s'il y a vraiment un besoin de réactivité et où la pilote de projet n'est pas disponible, par exemple, Valentine a cherché à me joindre, Sarah est au courant du dossier, elle peut rappeler et prendre l'initiative de rappeler Valentine pour lui proposer au moins déjà de recueillir son besoin et d'avancer sur le sujet en question, même si moi je ne suis pas disponible. Admettons que je sois en train de donner une formation toute la journée, je ne pourrais pas rappeler Valentine le jour J et pourtant sa demande est urgente. Et en fait, structurer ces choses-là, ça permet vraiment à toute l'équipe d'être au courant de ce qui se passe et d'enclencher des solidarités. Si Sarah pense qu'elle est capable de rappeler Valentine et que c'est vraiment urgent, elle va pouvoir le faire. Il y a un autre sujet que j'ajoute concernant Slack et qui me semble vraiment intéressant à prendre en compte, c'est que Sarah disait tout à l'heure, quand on reçoit des emails, il y a beaucoup de gens, les gens les plus organisés en général, qui passent énormément de temps à classer les emails. En fait, Slack, vous n'avez plus besoin de classer les messages parce qu'ils le sont déjà organisés par thématique grâce aux chaînes. Par exemple, un exemple concret, on a une chaîne qui s'appelle Festival Transfo. Et dedans, on se partage toutes les informations liées au festival. En l'occurrence, on a animé 3 webinaires sur ce festival. Donc, par exemple, dans ce genre de chaîne, il peut y avoir un message posté par mois
la semaine dernière pour faire un topo sur le nombre d'inscrits à chaque webinaire, qu'on ait un peu une idée de qu'est-ce qui nous attend en termes de volume de personnes qui vont venir y assister. Ou alors, Sarah a mis les liens Zoom du webinaire parce que c'est moi qui vous ai fait le petit mail que vous avez reçu 5 minutes avant le démarrage du webinaire. Donc, elle m'a donné le lien du Zoom pour que je puisse vous le renvoyer 5 minutes avant et vous rappeler que le webinaire a bien lieu. Et en fait, toute la thématique est déjà toute trouvée, tous les messages sont déjà classés puisqu'on prend la peine d'aller se partager des messages dans cette chaîne Transfo qui est dédiée à ce sujet-là. Et en fait, il n'y a pas de doute là-dessus parce que la chaîne s'appelle Festival Transfo et on sait très bien qu'on va trouver des informations dedans à l'intérieur dédiées à ce sujet-là. Et j'ajoute que ce qui est intéressant, c'est qu'on évite le phénomène des copies et des chaînes de mails. Par exemple, Sarah va poster un message qui, moi, ne m'est pas spécialement destiné, mais comme je suis membre de la chaîne, si à un moment donné, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe parce que la chaîne est passée en gras et que je sais qu'il y a des échanges dedans, je peux y aller et je peux aller lire les infos. Et si je n'ai pas été notifiée ni mentionnée, ça veut dire que potentiellement, en fait, je n'ai pas vraiment besoin d'avoir cette information. Et c'est ma liberté à moi de choisir si j'ai envie d'aller la lire ou pas. Donc ça allège vraiment le temps passé à déjà recevoir la donnée et l'analyser. J'ajoute vraiment sur Slack, on n'a pas d'action chez eux. Et si on vous en parle, c'est simplement parce que c'est l'outil qu'on a le plus accompagné et sur lequel on a pu accompagner des transformations. Si dans vos quotidiens, dans ce que vous entendez, vous trouvez qu'il y a d'autres outils qui sont tout aussi performants, utilisez-les. Vraiment, ce n'est pas le sujet de l'outil, mais plus que le sujet est plus le fait de passer à plus de mails en interne, plus de mails pour essayer d'organiser une réunion, plus de mails pour essayer de savoir s'il y a une salle qui est occupée. Vraiment, l'idée, c'est que pour chacun de ces usages, on peut trouver un outil. Le mail, pour communiquer à l'extérieur, c'est très efficace. Pour trouver une date, je vais peut-être plutôt faire un doodle avant d'envoyer un mail ou un message. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit adapté à l'usage qu'on cherche et toujours être très au clair sur qu'est-ce qu'on veut obtenir. Si j'attends que Juliette fasse une relecture sur une proposition commerciale, j'ai tout intérêt à structurer mon message en une seule fois pour qu'elle ait toutes les infos au même endroit. Je vais lui donner quelques éléments sur ma proposition, lui préciser si j'attends une relecture de fond ou de forme et lui indiquer une deadline ou en tout cas une date à laquelle j'aimerais envoyer la proposition au client ou alors si j'ai prévu une repasse dessus, lui indiquer dans quel délai. Et évidemment, pour qu'elle voie ce message, mais je vais penser à la notifier dans le canal du client, par exemple. L'idée, c'est vraiment de construire pour que ce soit facile et qu'on se simplifie les échanges dans une équipe. Je vais prendre quelques questions. Il y a notamment une question qui nous demande par rapport à Slack. Vous avez la version payante, j'utilise Slack, mais le problème est de retrouver les messages liens une fois le temps de stockage, tout ça fin dans la version gratuite. Oui, tout à fait. La version gratuite de Slack fonctionne si on a peu d'intensité de communication. Nous, on se sert de Slack aussi comme endroit pour retrouver des messages anciens ou un historique ancien sur un client, par exemple, ou sur une activité, une veille, que sais-je. Et on se sert vraiment de Slack pour aller rechercher des infos, même anciennes. C'est pour ça que dans un usage professionnel, on a choisi de passer sur une version payante de Slack. Une autre question qui nous demande, en utilisant Slack de cette manière, ne trouvez-vous pas que la qualité des échanges humains en interne sont moins intéressants? Non. Au contraire. Vraiment. Moi, je suis ravie de savoir que ce qui relève justement de se passer des informations, donner des nouvelles sur un projet, je vais pouvoir faire un topo très clair. Ce que j'appelle un topo, c'est vraiment quelques points très factuels pour partager l'avancée sur un projet. Et je l'étiquette souvent avec écrit en gras, en majuscule, topo. Et ça permet à l'équipe de savoir un petit peu, d'avoir cette vision de où est-ce qu'on en est sur ce projet, qu'est-ce qui va être mené par la suite, ou voilà, d'avoir un petit retour. Moi, je suis ravie de faire ça sur Slack pour que l'équipe ait en peu de temps une vision très synthétique de là où on en est. Et si on a, pour le coup, une difficulté, un besoin d'échanger sur ce projet, eh ben, on va se créer un échange en sachant qu'on en est là dans le projet, en fait. Et moi, je trouve que ça permet d'avoir du factuel là où on en a besoin, qu'on soit à distance ou tous en présentiel
on a besoin d'avoir ces informations-là quelque part. Et du coup, dans les temps peut-être plus informels ou dans des temps, je ne sais pas trop ce que c'est, des temps moins intéressants, donc j'ai du mal à me positionner là-dessus, mais dans l'idée qu'on puisse vraiment utiliser d'autres temps pour avoir des échanges qui soient pas à redéfinir ce qu'on a déjà dit quelque part. Ouais, je veux bien ajouter un truc là-dessus. En fait, quand on vous parle de Slack, l'idée, c'est pas du tout de dire que tout passe par Slack et qu'on n'a plus d'échange ni oral ni présentiel avec l'équipe. Au contraire, ça veut dire qu'en fait, on a structuré notre communication pour que toutes les informations un peu froides, figées, techniques, factuelles, deadline, zone géographique, je sais pas moi, budget, tout ça, ça soit dans Slack à un endroit où on peut le retrouver facilement si on a besoin de s'en souvenir. Et après, à partir du moment où on sent qu'il y a un besoin d'échanger de manière orale, c'est aussi ça un des principes du manifeste agile, ce sont les humains et les interactions d'abord, je vous le rappelle, on l'a dit tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment de se dire, OK, où est-ce qu'il y a de la valeur à aller discuter avec un collaborateur ou deux ou trois et en fait, ça nous permet vraiment de faire du tri. Si j'ai une difficulté sur tel projet, je vais invoquer ce qu'on appelle chez nous un trio de décision. Donc, je vais prendre 2 personnes dans l'équipe qui vont m'accorder 15 minutes pour dépatouiller mon problème et m'aider à avancer, à faire un prochain pas. Ou alors, si je suis pilote sur un projet et que je sais que j'ai besoin de Sarah à tel endroit pour qu'elle vienne m'insuffler un peu de l'air sur modifier un déroulé d'animation d'un séminaire, par exemple, eh ben, ça va être très clair que notre prochain point, c'est ça et que Sarah, elle est là pour ça. Et que du coup, ça va être plutôt chouette parce qu'on sait pourquoi on est ensemble, on sait pourquoi on se retrouve physiquement à ce moment-là et pourquoi on a besoin d'interagir à l'oral et pas à l'écrit. Donc ça permet vraiment de mettre de la clarté partout et de garder quelque part les informations ennuyeuses, entre guillemets, parce qu'elles sont un peu techniques, dans une zone où on peut la retrouver facilement et où du coup, une fois de plus, on ne demande pas au cerveau de se souvenir de ces choses-là parce que c'est encodé quelque part et que nous, on va pouvoir mettre notre temps de cerveau disponible à disposition de quelque chose de plus créatif, d'une recherche de solutions ou de nouvelles idées. Voilà. Donc moi, je trouve qu'au contraire, ça enrichit et que ça met de la clarté sur les attentes qu'on peut avoir les uns envers les autres quand on se sollicite de manière orale. Ouais, merci Juliette pour la précision. On a une autre question dans cette teneur-là. Slack comme Teams ou autres sont très pratiques, mais les notifications peuvent être invasives. Comment gérer entre rendre muet et passer à côté d'une information ou se laisser déborder? Pour moi, c'est tout le sujet de faire cet apprentissage collectif d'un outil et développer des pratiques qui correspondent à vos besoins d'équipe. Je le disais tout à l'heure, lorsque je demande à Juliette de relire une proposition commerciale, par exemple, je la notifie. C'est très clair pour moi que je ne veux pas qu'elle passe à côté de ça. Pour moi, c'est impensable de l'envoyer sans l'avoir fait relire. Et donc, je vais la notifier. D'autres manières sur différents canaux pour donner des nouvelles sur un projet ou faire passer de l'info, en fait, je vais juste diffuser cette information sans notifier les membres de mon équipe. Quand ils auront un moment, quand ils seront disponibles pour ça, ils iront consulter les différents messages sans qu'ils aient été notifiés. Je me suis souvent mis, moi, comme règle, en fait, de me dire que je notifiais quelqu'un lorsque je demandais de manière très explicite quelque chose, une action, une information. Souvent, ça veut dire qu'il y a une certaine urgence puisque une notification vient interrompre une concentration. En fait, c'est l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler une charte. C'est une question qu'on nous a posée la semaine dernière en rendez-vous client. Mettre encore une fois de l'explicite sur les usages, le fonctionnement qu'on a en équipe. Et en fait, c'est pas forcément quelque chose de long. Ça peut faire l'objet d'un atelier d'1 heure où on décide ensemble de à quel moment on notifie. Est-ce qu'on notifie juste quand c'est important? Est-ce qu'on notifie quand c'est urgent? En fait, quel système de fonctionnement on adopte à plusieurs et avoir un code commun, ça me paraît vraiment indispensable pour faire en sorte que ça soit fluide pour tout le monde et pour éviter les multiples notifications, parfois en double, qui n'aident pas, en fait, qui au contraire alourdissent le temps de travail. Oui, tout à fait. Entre le temps de traiter une notification sur Slack et voir qu'en fait, j'ai le même doublon sur ma gestion de projet sur un tableau Trello, moi, je me dis, mince, il y a un truc qui n'a pas marché, on s'est loupé à un endroit parce que si je dois traiter 2 fois la même notification, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je réponde aux 2 endroits en me disant que l'autre ne va pas regarder? Enfin, vraiment, on est toujours sur cette idée de limiter les boîtes de réception et de trouver un maximum d'informations
au bon endroit, au bon moment. Il y a une autre question voilà, d'un participant. Comment faire pour adhérer l'équipe à un outil, rajouter des membres de l'équipe et des collaborateurs sur Slack, par exemple, alors qu'il y a aussi des messages sur Instagram, LinkedIn, mail, WhatsApp, etc. Et vraiment, moi, je suis vraiment sensible à cette idée qu'il faut bien différencier l'outil et le rendre adéquat avec l'usage qu'on en a. Vraiment se dire que pour sa communication interne avec les membres de l'équipe, ce sera Slack. Et on s'est un peu mis comme règle de fonctionnement entre nous, notamment lorsqu'on est en intervention sur le terrain, s'il y a quelque chose d'extrêmement urgent ou pour lequel on a besoin de communiquer, de s'envoyer un texto. Et j'ai l'impression que le texto est venu comme quelque chose de très ponctuel, mais qui prévaut sur les autres communications lorsque rien d'autre n'est possible pour échanger. C'est un peu la dernière corde. Mais ce que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est que ranger un message au bon endroit, moi, ça me libère vraiment de la place et ça permet de la réactivité sur la boîte mail. Et ça, c'est vraiment du confort dans mon quotidien. Il y a quelque chose que j'ai observé, moi, avec des clients avec lesquels j'ai installé Slack pour communiquer avec eux et c'était pas dans leur culture. Et qui, du coup, avaient tendance à faire pareil, c'est-à-dire ils m'envoyaient des messages par mail, ils continuaient à me laisser des commentaires dans Trello, parfois c'était des coups de fil. Et en fait, la façon de toujours ramener à l'outil, c'est d'avoir, pour ceux qui ont vraiment envie de l'adopter, j'ai envie de dire une main de fer dans un gant de velours, c'est-à-dire de toujours rediriger vers l'outil qu'on a besoin de mettre en place ensemble. C'est-à-dire, moi, quand je reçois un mail d'un client, je lui réponds dans Slack. Quand je reçois une notif Trello d'un client, je lui réponds dans Slack. En fait, je renvoie toujours vers Slack, vers l'endroit où il y a toute l'information. Et au bout d'un moment, en fait, le pli se prend. Si tout le monde joue le jeu d'essayer de garder l'information au même endroit, l'outil va devenir indispensable pour l'organisation, quels que soient les membres qui la composent. Et j'ai envie de vous dire que s'il y a des gens qui vous envoient des mails pro sur Instagram et LinkedIn déjà, il me semble que vous pouvez demander à ce que ces personnes vous envoient des mails ou des messages dans Slack, mais pas via ce genre de réseaux qui n'ont pas du tout cette vocation et qui, quelque part, sont même, selon votre organisation, normalement, l'organisation, elle doit pouvoir accéder aux informations en partie. Si vous avez des échanges d'ordre personnel sur LinkedIn et Instagram, why not? Mais si ce sont des échanges pro, c'est quand même mieux que ça reste dans un environnement pro, sécurisé pro. Merci voilà. Juliette. On arrive au bout de notre temps, il reste quelques questions, mais on ne va pas pouvoir les traiter cette fois-ci. Ce qu'on a prévu se termine maintenant, du coup, puisque une des notions importantes aussi en agilité, c'est de commencer et de terminer à l'heure. Donc, je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. Vous pouvez continuer à nous suivre sur LinkedIn, justement. On a d'autres webinaires qui vont avoir lieu en octobre, en novembre, jusqu'à la fin de l'année. Et je vous enverrai dans un mail donc, les articles et les outils dont on a pu parler cet après-midi. Juliette, avec quoi tu repars de ce temps de webinaire ? Je repars avec de l'énergie, ça m'a bien réveillée là, je sortais de table, là maintenant j'ai la pêche, je vais aller pouvoir faire du GTD. Donc je suis plutôt ravie de vous avoir parlé de ce sujet-là et j'espère que ça vous a plu et j'espère que si vous avez, n'hésitez pas, je vous ai fait un mail tout à l'heure, si vous avez des retours à faire sur la largesse des sujets qu'on vous propose, c'est un retour que je veux bien prendre. Si vous avez besoin que les sujets soient peut-être plus petits ou alors plus grands, voir qu'est-ce qu'on peut faire dans 1 heure de webinaire, qu'est-ce qu'on peut vous proposer comme adaptation de format. C'est des retours qui nous seront précieux. Voilà, merci beaucoup. Pour ma part, je suis vraiment impressionnée par votre vivacité sur 1 heure de début d'après-midi. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler de nos pratiques et à partager un retour d'expérience sur la rétrospective, l'agilité et les ponts qu'il y aurait encore à tisser autour de l'holacratie dans la gestion des flux de travail. Voilà, j'adore mon métier et je suis ravie d'avoir partagé avec vous ce qui le rend vibrant au quotidien pour moi. Je vous dis à très bientôt et bon après-midi. Bon après-midi.